So, hi everybody, my name is Jamie Rhoads. I'm the Assistant Director of the Peanut Innovation Lab here at University of Georgia. I'm the host for today. We are on day 3 of 4 for our graduate student presentations for the graduate students across the Innovation Lab. It's a bit of a shorter day today. We only have 5 presenters. So we should be have plenty of time for questions and things like that. Yeah, thanks, Kristen, for the slides. I just want to add a few quick things. We've had good participation so far, averaging probably about 35 people. There's people from the Innovation Lab, the management team. There's people from our external advisory panel on there. I don't think there's anyone from USAID, at least not yet anyhow. But we've got a lot of graduate students from across the countries where we're working as well. And we've had some nice examples of good questions and cross-learning from graduate students who are looking at similar but slightly different issues. So I certainly encourage everybody to, ask questions, and we really encourage that. That's one of our main objectives of having these presentations when we can't do it in person. So if you want to advance the slide, Kristen. Just a few logistics on the meeting. We've done this a few times with our annual meeting and found and learned a few things from doing it. So everything's going to be recorded, as it says. So we can go back and look at it later, or if other people who are not able to attend will, at this time, can go back and so if your advisor is unable to attend or others. If you are not the speaker, if you could just mute yourself and turn off your video, we think that seems to help with bandwidth, and it also just kind of helps focus and things. There's times, when we have questions, certainly people can either put them in the chat, as it says, or once the person has presented, finished presenting, we'll open it for questions. We usually have a bit of time. And if that's preferable, just pop, you can pop on your video and audio and ask questions at that time. So trying to think if there's any other big logistics. I would say we have 3 of our 5 presenters are from Senegal. And so we're a little more balanced towards the Francophone side than we have been on some of our other presentations. So we appreciate the effort that our Senegalese colleagues are making French presentations, and sometimes in English or sometimes in French. And also would add, and we've spoken with them a bit, but we have some folks that are more adept Francophone speakers than myself who can help with questions, clarifications. And I see Nick's video is on there, so Nick is calling in. Are you calling in from France, Nick? No, I'm back in the US. I didn't know that. Okay, Nick's back in Athens, but nonetheless, he's can help us with that. And I think there's a few other folks usually on there as well. Cynthia Donovan is on our EAP and can help as well. So with that, I will go to our first presenter is Maimouna Diop from Senegal, working on the Gender Dynamics project with UCSB. So if, let's see if Kristen can pop up those slides. And I will look forward to questions soon. Alors, Maimouna, c'est reste pour vous, vous mettre commencer quand tu peux. Vous dites que je peux commencer? Allô? Oui. Oui, allez-y. Vous m'entendez bien? Allô? J'ai pas de retour là, j'ai pas de retour, je vous entends pas. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, c'est bon alors.
Alors, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Maimouna Diop. Je suis étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et assistant de recherche au Centre de recherche pour le développement économique et social au Sénégal. Pour ma présentation, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats des recherches effectuées sur le terrain dans la région de Kaolack au Sénégal, un travail de dure haleine sur l'étude ethnographique portant sur le projet de la pauvreté de temps au Sénégal. Ce travail a été effectué par une équipe dynamique composée de professeurs Samba Mbaye, de M. Mamadou Ba, Stewart Sridney, de Codou Ndiaye, Jacqueline Banks, Jessica Martyr-Kenyan et de moi-même. Alors, next. OK. Maintenant, pour la suite, pour l'étude ethnographique, cette recherche vise à la compréhension de la distribution, de la préparation du travail dans les ménages, comment ça change avec la naissance des enfants chez les agriculteurs, comprendre la structure du village et le pouvoir de décision dans les ménages, comprendre les saisons et les chocs climatiques dans la cultivation de l'arachide et l'accès aux soins, aux soins prénatals et aux soins de santé. Next. Alors, dans un premier lieu, le plan est structuré comme suit. Nous allons parler en premier lieu de la structuration des ménages, du genre et des enfants, de la division du travail pour les femmes, des activités agricoles, des chocs et l'accès aux soins de santé et à la sécurité alimentaire. Next. Alors, pour la structuration du village, les villages visités au niveau de la région de Kaolack, en général, les villages étaient regroupés par hameaux, c'est-à-dire c'était plusieurs groupes ethniques rassemblés de part et d'autre du territoire, avec les différentes ethnies, que ce soit les Sérères, les Peuls, les Bambara. Maintenant, dans chaque hameau, le plus souvent dans chaque hameau, il y a on peut retrouver plusieurs ethnies ou une seule ethnie. Quand c'est plusieurs ethnies, une ethnie qui domine. C'est-à-dire que les villages sont regroupés par hameaux, par diversité culturelle. Dans chaque hameau, on retrouve des concessions. Dans les concessions, on peut retrouver plusieurs ménages avec des chefs de ménage et un chef de concession, qui est le plus souvent le chef de ménage le plus âgé. Les ménages sont composés par plusieurs nucléaires aussi. Des fois, on peut trouver des ménages avec plusieurs nucléaires, c'est-à-dire plusieurs sous-familles qui sont au sein du ménage. Voilà, comme vous le voyez sur l'image, vous avez vu plusieurs bâtiments. Le plus souvent, dans chaque bâtiment, il y a un ménage ou un noyau du ménage qui se trouve. Si on se trouve dans une concession, vous voyez dans les bâtiments, le bâtiment à gauche peut regrouper un ménage, le bâtiment à droite peut regrouper un autre ménage. Mais ils partagent la même maison, le même cours. Voilà. Ils partagent les ressources aussi. Next. OK. La division du travail pour les femmes et le temps utilisé. Les femmes, en général, ils s'occupent de la majeure partie des travaux dans le ménage. C'est les femmes, les belles-filles, c'est les belles-filles qui s'occupent de la répartition de la cuisine. Pour les travaux de la maison, ce sont les belles-filles qui se chargent de ça. À tour de rôle, ils se relèvent. S'ils sont deux,
tous les 2 jours, chaque belle-fille prend 2 jours pour la cuisine, les autres charges des autres travaux, que ce soit le ménage, que ce soit les soins pour les enfants. Des fois, vous voyez aussi une femme qui s'occupe de tout en même temps. Si la femme est seule dans le ménage, il s'occupe en général de tous les travaux, que ce soit la cuisine, que les autres travaux du ménage. Les femmes s'occupent aussi des enfants et du soin du ménage. Ils s'occupent aussi dans les champs. Ils aident au battage, pendant le battage et pendant le désherbage. Il y a aussi les enfants. Il y a aussi les enfants qui aident, les petits-enfants qui aident les femmes dans les tâches. L'activité secondaire des femmes aussi. On note une activité secondaire des femmes dans les villages qu'on a visités, les femmes qui transforment les crevettes, les décortiquent, les sèchent pour les revendre dans les grandes villes comme Dakar où la demande est très forte. Ils peuvent aussi le vendre dans les grandes villes comme Kaolack ou dans les autres périphéries de leur localité. Mais le plus souvent, ils acheminent les crevettes vers Dakar, où le prix est raisonnable et la demande est très forte là-bas. Next. Alors, excusez-moi. Pour la division du travail toujours, dans les ménages, ok. C'est les hommes qui assurent la distribution des parcelles. Le plus souvent, dans les ménages qu'on a eu à visiter, les femmes n'étaient pas détenteurs de parcelles. Seuls les hommes avaient des parcelles et c'est le chef de ménage qui s'assure de la répartition des parcelles. Maintenant, chaque homme peut attribuer une partie de son parcelle, peut assurer une partie de son parcelle à sa femme pour contribuer aux travaux de l'agriculture. Ok. Maintenant, les enfants, comme vous voyez sur la photo, il y a une fille qui porte qui porte un autre enfant. Le plus souvent, les filles, que ce soit les filles comme les garçons, elles aident dans les travaux, elles aident les femmes comme les hommes dans les travaux de la maison. Par exemple, les petits-enfants, ils aident pour faire le linge, pour nettoyer la maison, pour porter les autres enfants, pendant que les femmes s'occupent des autres tâches, comme la cuisine ou le décortiquage des arachides. OK. OK. Voilà. Sur cette photo, vous voyez une femme qui fait du bodge. Elle est en train d'enlever les épis de mil, pour la transformation du mil. Il y a sur l'autre photo au milieu, vous voyez une femme qui est en train de puiser de l'eau. Sur l'autre photo, à gauche, vous voyez, il y a des hommes qui sont en train de faire des travaux champêtres. Ils s'activent dans les champs. Ils s'activent dans les champs. Ils s'activent.
actifs dans les champs. Excusez-moi. Voilà. Je ne comprends pas bien le message que je viens de lire. Jimmy, est-ce que vous pouvez m'aider pour le message que je viens de lire? Vous pouvez continuer pour la présentation et puis peut-être à la fin, on peut retourner pour les questions et les commentaires. Ok, je vois. Ok. Next. Ok. Les activités de l'agriculture. Il y a différentes activités. Il y a au sein des villages, il y a des activités, il y a des cultures de rente. Les hommes font des cultures de rente et des cultures vivrières. C'est-à-dire, ils peuvent cultiver du riz, par exemple, du riz, du mil et du maïs. Et l'arachide est destiné à la vente pour avoir un peu plus de profit. Et le mil et les maïs sont pour les cultures vivrières, c'est-à-dire c'est des cultures qui leur servent pour de nourriture dans la maison. Ils combinent les deux, en plus de l'élevage de quelques animaux au sein des ménages. Next. OK. Les chocs climatiques. La déforestation, il y a la déforestation. Les femmes sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres rien que pour avoir du bois mort. Il y a aussi les forêts classées. Dans certaines zones qu'on a eu à visiter, il y a des forêts classées où il est interdit de couper du bois. Il y a la distribution aussi. Il y a une pauvre distribution des pluies, il y a l'inondation qui sont des chocs climatiques que les villageois de la zone de recherche ont eu à vivre. Par exemple, l'année passée, il y a eu une rupture il y a eu une grande pause entre la première pluie et la deuxième pluie, ce qui fait que il y a une perte de rendement. Le rendement est faible. Il y en a qui perdent la totalité de leur production, de même que la salinisation des sols, surtout avec l'inondation. Le sel remonte en surface et ça détériore le sol. Next. L'accès aux structures de santé. Bon nombre de villages qu'on a eu à visiter n'ont pas de structure de santé. La seule qui avait une structure de santé, la case de santé n'était pas fonctionnelle. Il n'y avait ni d'infirmière, ni de matrone dans le case de santé. Les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres pour acheter des médicaments ou pour avoir d'autres soins de santé via les Jakarta ou les charrettes. Parce que c'est les seuls moyens de transport, c'est les moyens de transport les plus courants dans les villages, c'est-à-dire la charrette ou les Jakarta. Les migrations saisonnières. Kaolack est une zone périphérique à la Gambie. Pendant la saison sèche, bon nombre des hommes, après la saison des pluies, les hommes n'ont plus grand-chose à faire dans les champs et dans les villages. Donc, bon nombre vont soit en Gambie ou à Kaolack ou à Dakar pour migrer, travailler dans un autre domaine et préparer la saison des pluies. Les femmes, il y a aussi certaines femmes, c'est-à-dire les femmes qui ne sont pas trop responsables dans les ménages, ils vont dans les grandes villes
pour faire des aides, pour être des aides ménagères et avoir un peu d'argent à envoyer dans leur famille. Next. OK. La sécurité alimentaire. Le mil est l'aliment de base et l'aliment de base dans la région. On y prépare le petit déjeuner et le déjeuner. Le riz est consommé pour le déjeuner, comme vous le voyez sur les photos. Le riz est consommé comme déjeuner. Le mil, à ma droite, il y a le mil qu'on consomme au petit déjeuner et au déjeuner. Maintenant, dans les ménages, ce qui se fait, c'est que chaque ménage prépare de son côté. Dans les concessions, chaque ménage prépare de son côté. Et après, on met l'ensemble des bols. On amène l'ensemble des bols et tous les membres de la concession vont venir manger. C'est comme vous voyez sur la photo à droite. Il y a 3 bols avec différents plats à base de riz. Maintenant, chacun est libre de manger là où il veut. Next. Merci de votre attention. Comme vous voyez sur la photo, c'est l'équipe qui est là. Nous remercions le laboratoire, le PNUD Innovation Laboratoire de l'Université de Géorgie qui nous a permis de faire cette recherche. L'USAID, le département de géographie, le CRDS, qui nous a doté de moyens et tous les ressources nécessaires pour faire cette présentation. Je vous remercie. Merci aussi, Maimouna, pour la présentation. Oui. Il y a quelques commentaires plus dans le chat, mais Nick, maybe, et peut-être pour toute l'équipe de ce projet, je sais que la deuxième présentation aussi, c'est pour Codou, pour présenter. Est-ce que c'est comme en succession qui marche ensemble? Le deux, peut-être pour pousser la question après, ou peut-être on peut engager déjà avec les questions. I'm not sure if that was terribly clear. I was thinking that I know that the next presentation is also with the team from Senegal, and this is preliminary ethnographic work. If it would make sense for Codou to present as well, or we can engage with a few of these comments as well now. Hi, I think that the two presentations are complementary, but I think the questions would be better to do separately. This is Sorry, Blakely from the project. I've seen both presentations, so. Good, thank you. Sorry, I think I've seen them as well. I just was good. So the questions or comments that we have are thinking about how the from Isaac from our EAP about how more directly the project is related to the peanuts in the area. And then also from Isaac, I'll just say relative to the theory of change relative to, you know, how the findings can be applied. And then Jessica's got some additional ones. So maybe, Nick, if you can help me, because I'm just, I mix all my Creole and French together and make a mess when I'm doing this. You're doing great. So do you want me to talk about Isaac's? Yeah, if you could, that would be great. OK. Maimouna, c'était très intéressant. Isaac, il a un commentaire, c'est qu'il veut voir un titre qui met le focus plus sur les arachides, moins général. Et pendant toute la présentation, de parler plus des arachides. Pardon? Et il veut que vous parliez plus des arachides, que les arachides, c'est dans les titres, et que vous parliez
plus de la cultivation d'arachide dans la présentation, dans votre présentation. Ok. Est-ce que vous Oui. pouvez aller au début pour lui montrer le titre? Is it possible to return to the first slide, maybe, Kristen? For the title slide, sorry. Ok. L'étude porte sur les dynamiques de genre dans les maisons et le management des ressources dans le domaine agricole. On est dans le secteur agricole, certes, mais c'est la répartition des ressources dans le ménage, le temps utilisé dans les ménages qui nous intéresse beaucoup plus dans notre projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre par Isaac ou pas. Sure. So Maimouna just says that their study is really focusing on time use and the repetition of tasks in the agricultural households. Donc, voilà la question et la réponse. Yeah. Maybe we have some of the other questions. Ils sont déjà en français, les autres questions. Pardon? Les autres questions sont en français dans le chat. Ok, attendez, je vais voir. Ok, dans le chat. Est-ce que vous avez observé? Ok, pour Elga, qui demande, est-ce qu'on a observé des changements de rôle entre les femmes et les filles comparés dans les années passées? Non, il n'y a pas eu de changement de rôle. Les rôles sont restés les mêmes depuis lors. Depuis lors, c'est de coutume. Ce sont les femmes qui exercent les plus grands charges de travail dans les maisons et les filles viennent en aide. Elles viennent en aide dans la préparation, comme dans les autres tâches, ou pour l'entretien des enfants dans la maison. Merci. Il y a une autre question déjà en français de Jessica sur les prochaines étapes dans la recherche. OK. Pour les prochaines étapes dans la recherche, il y a les montres qu'on doit venir tester sur le terrain pour mesurer le temps de travail. La technologie, je pense bien que Sophia a fait une bonne présentation là-dessus. C'est elle qui se charge de cette technologie-là. C'est les montres pour mesurer le rythme cardiaque et tous les efforts que font les femmes et les hommes en milieu rural, surtout à Kaolack. Après ça, j'ai répondu à... Oui, moi aussi j'ai une question pour vous. Oui. Pour votre recherche personnelle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire pour une thèse, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel sujet plus précis est-ce que vous allez passer? OK. Actuellement, on est en train de coordonner, vu que moi, je suis en début, on est en train de coordonner, on est en train de voir quel sujet je peux prendre sur ce thème-là, sur ce projet-là. Parce que je n'ai pas encore commencé ma thèse, donc je n'ai pas encore de sujet bien défini. On est en train de voir comment coordonner les deux. OK, très bien. Ouais. Et il y a une dernière question aussi de Cynthia. Quel est le rôle des femmes dans l'arachide? OK. Le rôle des femmes, les femmes participent beaucoup plus souvent dans la semis, dans le désherbage et dans le battage aussi. Parce que les femmes se mobilisent le plus souvent, même dans les villages, ils se mobilisent en groupe pour aller aider dans les champs. Ils vont aider dans tous les champs du village, moyennant un paiement par nature. Ils font beaucoup plus focus dans le battage et le désherbage.
Mais pour les activités qui demandent beaucoup plus d'efforts, ce sont les hommes qui se chargent de ces activités-là. So if we don't have any other questions, merci Maimouna pour la présentation et pour les réponses de dédication. Et on va continuer pour le deuxième présenteur. Merci. All right, thank you. Kristen, sorry, I switched languages and my brain stopped working. So if you could switch to our second presentation from Codou. Our second presenter is also from the same project, is Codou Ndiaye. Et Codou, merci déjà et vous pouvez commencer quand vous êtes prêt. Bonjour tout le monde, je m'appelle Codou Ndiaye, je suis doctorante à Saint-Louis et je suis de recherche au Centre de recherche pour le développement économique. Je travaille sur le projet avec l'équipe de l'Université de Santa Barbara, Jacqueline, Jessica, Saïd, Soto, et aussi celle du CRDS avec Maimouna Diop, M. Chambambaye et Mamadou Ba. Ma présentation va porter sur la dynamique du genre, la division du temps de travail et les crédits agricoles accordés par les IMF aux producteurs d'arachide dans la zone rurale au Sénégal. Next. Bonjour. Ma vidéo ne marche pas. Je ne sais pas. Allô, oui, vous m'entendez? Oui, oui, ça va. Oui. C'est mieux de tirer la vidéo. Oui, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Mieux de tirer, de parer. Et arrêter la vidéo. OK. Pour mon plan de travail, premièrement, je vais parler de la structuration du ménage. Deuxièmement, de l'agriculture et du genre. Troisièmement, de l'agriculture, des crédits agricoles accordés aux producteurs d'arachide par les IMF aux producteurs. Et ensuite, de la microfinance et du genre. Et enfin, les perspectives et les limites de notre recherche. Next. Notre principal objectif était d'étudier comment les cultivateurs d'arachide, avec la naissance des enfants, répartissent leur temps de travail. Pour cela, nous avons fait une étude qualitative dans la région de Kaolack, plus précisément dans les villages de Keur Taïb, Bilori et de Keur Adama. Ainsi, dans ces villages, nous avons constaté que les villages sont constitués d'amont. Les amont sont généralement regroupés par ethnie. Et plus souvent, les gens vivent en concession, c'est-à-dire une grande maison qui est constituée de plusieurs ménages avec un chef de famille. Et ainsi, chaque ménage a un chef de ménage qui est généralement un homme adulte. Ainsi, dans les ménages aussi, ils vivent les grands-parents, leurs fils, leurs belles-filles, leurs filles et aussi leurs petites-filles. Et ainsi, pour répartir les tâches, ce sont les belles-filles qui vont s'en charger, vont faire le travail domestique à tour de rôle. Next. On a constaté aussi une intégration religieuse qui existe comme toujours au niveau du Sénégal, avec la cohabitation dans un même toit et dans un même ménage entre des chrétiens et des musulmans dans un même ménage qui partagent leurs ressources et aussi qui partagent le même repas. Et ici, on noté au niveau en général dans les régions du sud, de même que les régions du centre, même ce qui a même amené qu'on a aussi dans ces zones-là des cimetières qui sont mixtes. Aussi au niveau de la zone visitée, on a constaté chez certains groupes d'ethnies, des ménages qui sont composés de plus de 50 personnes
Dans ces ménages, on aura un grand bâtiment ou bien plusieurs bâtiments qui est composé d'un seul ménage qui partage le même repas et ensuite en même temps les mêmes ressources. Next. Ainsi, aussi, on a constaté dans ces villages que leur principale activité, c'est l'agriculture. Et les champs sont divisés comme suit. Il y a un grand champ de mil pour tous les ménages qui est dédié à la consommation, et dont tous les membres du ménage travaillent dans ce même champ. Et après, le reste des champs est partagé entre les différents membres du ménage avec une fine partie pour les femmes. Pour expliquer, on constate qu'au niveau de ces champs-là, au niveau du champ de mil, tous les membres en premier lieu, tous les membres du ménage vont travailler au niveau du champ de mil avec le chef de ménage, car ce champ-là est dédié à la consommation. Ce n'est pas une culture de rente, mais une culture vivrière. Et après avoir travaillé ce champ-là, tout le monde va partir dans son propre champ pour la cultivation de l'arachide. Next. Aussi, on a constaté aussi qu'ils utilisent jusqu'à présent les matériels agriculture traditionnels, les matériels agricoles traditionnels comme les houes, les hararas, de même que les chevaux et les ânes pour faire le désherbage, de même que les semences et aussi la récolte. Et ainsi, on a constaté aussi que après la récolte, une partie est dédiée à l'autoconsommation. On a constaté dans un village que les femmes préparent les repas à base d'arachide. Dans la plupart des temps, le repas est à base d'arachide. Des fois, ils peuvent le faire avec du tégé-dégé. Ce sont des arachides grillés en pâte d'arachide qui servent de préparer des repas comme le mafé, le couscous à base de sauce d'arachide qu'on appelle communément le tchéré, et ici aussi des repas avec l'arachide en poudre qu'on appelle ici no-fly, avec des repas comme le couscous à base de moringa qu'on appelle ici le mboum. Et ensuite, l'autre partie une partie est commercialisée au niveau des marchés hebdomadaires, les louma ou bien les marchés fixes qui ne sont pas aussi loin, mais il y a un problème de transport qui pose parce que ces villages sont un peu enclavés et l'accès pour aller dans les grandes villes commercialiser leurs arachides pose un problème. Une autre partie aussi est dédiée aux semences. C'est-à-dire que cette partie-là est laissée une partie est autoconsommée, l'autre partie est vendue, mais le reste est laissé à la maison pour les prochaines semences. Next. Aussi, on note aussi d'autres activités agricoles comme la culture du maïs dédiée à la consommation aussi, les pastèques, le riz et aussi des cultures maraîchères. La culture des melons, c'est-à-dire les pastèques, et le maraîchage sont des cultures de rente. Une fine partie est consommée et l'autre partie est commercialisée au niveau des grandes villes, bien même à Dakar. Next. Pour les femmes, en plus des travaux domestiques, qui est de laver le linge, préparer le repas, chercher de l'eau, chercher du bois, certaines vont aider leur mari au champ. Et peut-être, des fois, c'est dans le compte de leur mari, et il y a une fine partie de ces femmes-là qui ont une partie des terres dont il met de l'arachide en plus de l'oseille, qu'on appelle ici communément du bissap, avec quoi on peut préparer du jus ou bien de faire d'autres aliments. Aussi, ce sont les femmes aussi qui préparent les semences. Ce sont elles qui décortiquent
les arachides et les tris pour les prochaines saisons. Next. En plus de pour les enfants, l'activité des enfants, c'est surtout, spécialement les garçons vont aider leurs parents au niveau des champs en tirant les chevaux pour le semence et le désherbage, et en même temps de faire la récolte. On constate aussi qu'au niveau des maisons, ce sont les jeunes et les enfants qui vont au champ et les grands-parents vont rester à la maison pour l'entretien des enfants. Et hormis les enfants, quant aux fils, ils aident en général leurs parents aux travaux domestiques ou bien même d'aller dans les grandes villes faire des travaux là-bas pour aider leurs parents au village, surtout pendant la saison des pluies. Next. Next. Ainsi, on note aussi des contraintes au niveau de l'activité agricole, comme l'inaccessibilité et l'infertilité des terres pour certains paysans, mais aussi des chocs climatiques qui posent des problèmes de rendement comme l'inondation, les criquets pèlerins, de même que on y note aussi une forêt classée qui permet que les terres sont inaccessibles pour l'agriculture. En plus de ces activités, il y a l'activité de l'élevage. Il y a certains ménages qui élèvent soit des moutons, soit des chèvres, soit de même que des porcs. On a même vu une maison musulmane avec des femmes qui élèvent des porcs pour les revendre après. On a aussi constaté là-bas une fine partie de la population qui fait de la pêche, qui font de la pêche. Ces gens-là font de la pêche du poisson pour la consommation et aussi des crevettes pour que les femmes, c'est en général les femmes qui se chargent du séchage et de même de leur revente dans les grandes villes comme celle de Dakar, d'où on note une forte demande et un prix qui est un peu élevé par rapport aux villages, aux zones environnantes. Next. Pour bien mener leur activité agricole aussi, ils ont besoin de faire des crédits pour acheter des fois des intrants comme les semences ou bien même les fertilisants, surtout les fertilisants, parce que là-bas, dans la plupart des ménages, une partie de leur arachide est laissée à la maison pour des semences pour la prochaine saison. Et aussi des matériels agricoles comme les semoirs et d'autres machines pour faire la cultivation de l'arachide. Même aussi, on a noté aussi des institutions de microfinance qui leur permettent aussi de faire des épargnes, c'est-à-dire leur surplus d'argent après la commercialisation des arachides ou bien des autres activités agricoles. Next. Ainsi, on note que la microfinance a pour objectif de changer la perception de la femme au sein de la société et aussi de permettre aux gens qui ont un revenu faible de faire des activités hormis l'agriculture. Mais aussi, la microfinance permet aussi de combattre l'inégalité entre les genres, entre hommes et femmes, en permettant aux femmes d'être autonomes financièrement, mais aussi de faire des activités dans tous les secteurs. Next. De faire des activités dans tous les secteurs. Ces femmes font des prêts pour faire des activités génératrices de revenus, comme la transformation de l'agriculture, des produits agricoles pour les revendre dans les marchés, comme la transformation des arachides en huile ou bien la transformation du mil en produits céréaliers qu'on va commercialiser à l'intérieur du pays ou bien à Kaolack ou bien dans les autres grandes villes. On note aussi la formation aussi, la création aussi des poulaillers pour les revendre après. Elles font aussi du crédit pour la consommation, aussi, même aussi pour l'entretien, pour l'éducation des enfants. Thanks. Ainsi, on en vient aux perspectives et aux limites de notre recherche. On a envisagé d'utiliser une nouvelle technologie
comme les montres qu'on avait testées pour capter les différentes activités domestiques faites, les différentes activités domestiques et agricoles faites par les populations de cette zone, mais aussi de faire des enregistrements vocaux. On a noté aussi des limites de notre recherche avec l'impact du Covid qui a entravé la grande recherche qu'on devait faire durant cet été. Next. Merci pour votre attention. On va aussi remercier le PNUD Innovation Lab de l'Université de Georgia, de Feed the Future, et aussi le département de géographie de l'Université de Santa Barbara, ainsi que le CRDS, le Centre de recherche pour le développement économique et social, qui a ménagé aucun effort pour la réussite de cette étude qualitative. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Et merci Codou pour la présentation. On a une question, première question dans le chat de Elga. Peut-être si vous pouvez la lire. Pour la question de Elga, à savoir si les femmes travaillent au niveau des ménages, est-ce qu'elles ont des décisions au sein de leur ménage? Ici, dans cette zone, les femmes font des travaux domestiques de même que des travaux champêtres. Mais ce sont les travaux domestiques qui dominent. Mais au niveau du ménage, c'est en général pour les dépenses quotidiennes et l'activité et les décisions sur le domaine financier, ce sont les hommes qui s'en occupent. C'est eux qui les donnent les dépenses, c'est eux qui chargent de la situation financière du ménage. Quant aux femmes, avec la décision sur les arachides, y compris ils ont une fine partie dont ils l'ont obtenue à travers leur mari. Ici, dans cette zone, les femmes n'ont pas de terre. Ce sont les hommes qui divisent les terres, les hommes qui ont des couillons de femmes, qui prennent une partie de leur terre qu'ils vont donner aux femmes. Mais c'est eux aussi qui les donnent. En général, c'est eux aussi qui les donnent les semences. Très bien. Do we have any other questions? Nick, maybe you can help me with the response just so everybody else is able to follow some of the question and response. I can't, it's hard to summarize. I will say, I know, and I'll appreciate Codou and Maimouna. This is sort of a preliminary formational ethnographic work that they've been doing that will lead to some of the additional work for the larger project. So if Stuart or if others from the project want to talk about how that might fit into the other pieces, that's fine. But je veux dire, j'ai juste dit que je sais que cette partie, c'est la première étape de projet qui a à peine commencé, cette recherche de formation pour continuer avec les autres activités. Il y a une autre question de Cynthia aussi, de moyens de transport. Dans le chat, c'est est-ce que les femmes ont accès pour aller au marché? Oui, dans cette localité, surtout pendant les jours de marché hebdomadaire, les femmes utilisent ces moyens de transport pour aller au marché, acheter des dépenses, des produits qu'ils utilisent pendant toute la semaine,
c'est-à-dire jusqu'à la prochaine semaine, pour ce qu'elles utilisent au niveau des ménages. Ils ont bel et bien accès aux charrettes et aux autres moyens de transport pour aller dans les marchés. As in this nice photo here at the end. So that's great. Merci beaucoup, Codou, pour la présentation. Si on n'a pas d'autres questions, if we don't have any other questions for now, I know that in the past we've summarized some of these questions. If there's other people that would like to add to the chat later, we can send them to the students for comments. So I'm sure we can manage to get them translated, and Google Translate's also quite helpful. So merci encore pour l'aide de Nick de temps en temps pour aider moi pour le transact. So thanks, Nick. Merci. And with that, we will move on to our third presenter. Looks like we're staying reasonably on time, and our third presenter is James. James is a graduate student here at UGA, working also on a project in Senegal, but one on land tenure with Brad Mills is the PI at Virginia Tech, and I know he's working with Genti here at UGA. So I'll turn it over to you, James. All right, thank you. Just wait for the slides to come on. All right, so as Jamie said, my name is James, and I'm a second-year PhD student at UGA in applied economics, and I'm going to be talking to you today about Senegalese farmers in the groundnut basin and the sort of impacts that extreme climate and migration is having on them, and look at a cross-section across all 45 departments that was conducted in 2011, a large national statistical survey. So next, please. So we have three objectives. The first, we analyzed the 2011 National Statistical Survey that I just mentioned, and that was distributed to households across Senegal, and we isolated those respondents who are engaged in groundnut production, and we're using that to sort of look at a cross-section of how land tenure is changing in response to migration and extreme weather. The second objective we have, and what we've been working on most recently, is problems with weather, and we're generating weather indicators across all 45 departments, these varying from precipitation, temperature, growing degree days, extreme heat degree days, dry spells, and we have data on that from 1998 to 2019. Data sources on that range from FuseNet to the Physical Sciences Laboratory at NOAA. And our third objective is multivariate analysis on these indicators and agricultural characteristics and their impact on individuals' decisions to continue to stay in groundnut production or migrate to different forms of work or just different areas within or out of Senegal. So next, please. And here we have some just summary statistics for those household respondents who are engaged in groundnut production. As I said before, the ESPS 2011 is a very comprehensive statistical survey of Senegalese households. And as you can see, it's very detailed, ranging from simple agricultural characteristics like quantity harvested, all the way down to the value of inputs, agricultural maintenance costs, and value of their labor. It also includes socioeconomic demographics, such as the incidence and severity of poverty. So that's going to be really important to us when it comes to our analysis. Okay, next please. So now we're going to get into the weather shock indicators, and we've isolated three. In particular, the first being precipitation. So the first two are pretty standard: average rainfall for the growing season, for each month within the growing season, and then average rainfall for the entire growing season. And then we constructed an indicator for dry spells, and we used the number of 10 consecutive days with less than half a millimeter of rainfall. And then also we're using temperature to construct growing degree days, which is a heat accumulation measure
And based off peanut production, we're using heat accumulation between 25 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. And then as a more of an extreme climate indicator, we're using extreme heat degree days as well, which is an accumulation of heat beyond 35 degrees Celsius. And lastly, sort of a vegetation cover indicator. We're using NDVI, also from 1998 to 2018. And that sort of gives us an indication of productivity, because it's highly correlated with agricultural productivity. So thank you. Next slide. Okay, so here we have just a cross section of a few of the departments within Senegal. I didn't want to put all 45 on there and make a huge table, but we have a few departments here, and two in particular I wanted to highlight just to give you an idea of this indicator for dry spells. Dagana and Matam are close to about 3 on average during the growing seasons between 1998 and 2018, which is highly significant. So that's about, in total for that growing season, those two departments are seeing about 30 days of less than 1 millimeter of rainfall, which is, during the growing season, quite troubling. And then I also wanted to include just an impact of what dry spells can mean. And in terms of food safety, excessive heat and drought can lead to fungal contamination, which could be detrimental to human health. Next slide, please. So here I wanted to do a comparison between 2011 and 2018 using our 3 of our weather indicators: growing degree days, excessive heat degree days, average temperature. And I chose 2011, obviously, because that was when the ESPS was conducted. So as we can see, again, just some departments chosen here, we can see that growing degree days between 2011 for all departments and 2018 have significantly increased. So that means we've seen more time where temperatures range between 25 and 35 degrees Celsius. If we look at extreme heat degree days, there's not really much of a difference. In some cases, we've seen extreme heat degree days go down, but on the whole, we could say potentially that the distribution of temperature has shifted to the right, with the fact that we've seen more time with temperature ranging between 25 and 35 degrees Celsius. And we can also see that average temperature as well has gone up for most of these departments. And as we said before on the dry spells slide, we can use extreme heat degree days and to say that there's a broader impact on human health, household, and the economy in a wider sense. Next slide, please. So just to break it up and not use so many tables, I made this map of NDVI, and we could see for the growing seasons between 1998 and 2018, we've seen more vegetation cover along the Gambia, as opposed to the more northern part of the country. And just a little bit about NDVI and why it's a good measure. It varies between 0 and 1, and it's an indication of vegetation cover. And we use the growing season between June and October, November to calculate this measure. And in the literature, it's been highly correlated with productivity. So it's a good measure of just exactly how productive a certain area can be in terms of agricultural production. Next slide, please. And our last major data focus has been on migration. And we've used 2 sections of the ESPS, and we're currently using them right now to generate some more analysis. The first section was the FR section, which is more of internal migration. And the second section is the FM section of the ESPS2, which deals with international migration. And one variable of interest we've kind of highlighted here is whether or not any members of the households have migrated from Senegal in the past 5 years. And we've also used or found in the literature some interesting work using the ESPS2 that we'll definitely reference back to. That was with Estrus et al. 2019. And we've seen that the main reason, they saw that the main reasons for internal migration in Senegal were family related, followed by work and education. And then when they switched to the rural population, they saw the even higher increase in internal migration and international migration.
Next slide, please. Yeah, so going forward, our plan is to complete the data summary that I've sort of like highlighted here that we're still working on, and then go towards a more multivariate analysis of the impact of these climate indicators that we've developed and migration. And then hopefully we can synthesize that, or I guess I can synthesize that into a journal article with Ginty's help for my dissertation. And next slide, please. Yeah, so I just wanted to thank the Peanut Innovation Lab, Feed the Future, and USAID for all their support, and I hope you enjoyed our little presentation. And I believe just the last slide is just references, so thank you. All right, James, I'm sure that we'll have a few questions, and I'll go in the chat there. There's a few popping up already. I'll just let you read those if you can see them from Isaac. Oh yeah, and Helga. let me pull up the chat. Sorry about that. Okay, so from Isaac, what do you think is peanut challenger crop number 1 in the system? I'm actually not sure about that. I believe the question is asking about what is the main competition in terms of crop production there for Senegal. I should know that, but off the top of my head, I do not have that information. But that's a really good question. And then from Helga, will you look at the influence of those changes on peanut production in the different areas of Senegal? Yes, so that's across all 45 departments. Yes, yep. And maybe, James, I know this is just, you know, your work is part of the larger project with Brad and Pierre and the primary data collection as well. Maybe could you talk a little bit about how you think those things, you know, the questions that you're generating were sort of integrated with the survey and the other data that they're collecting? Oh, right. So I actually, Ginty can tell you more about this, but I actually got the chance to go to Senegal in February just to help with the basic setup of the survey. They kept running it for a few months, but it was really interesting to see. And I think they're going to be able to generate really more detailed variables from their survey collection, because they were able to GPS match fields with outcomes from their survey. So that was very, very cool to see. I've got one more from a fellow economist, Cynthia down there, who's also from our external advisory panel. Do you have the ability, okay, so this is from Cynthia, like you said, do you have the ability to relate changes in peanut production to price variability as a source of risk related to weather? That's actually a really interesting question, and price analysis is probably going to be my main research focus for my PhD dissertation. So I would definitely like to look into that for sure. Are there good data sources for price information? So the ESPS has price information for its agricultural characteristics section. Any other questions? All right. Well, if we don't have any more questions, I don't have questions for you, James. So I appreciate your presentation. Thank you. And good luck with your next steps. And we'll move on to our, oh, wait. Nick's got one for you. So for the ESPS analysis, that's right, because that's only 2011. That's just going to be a cross section. All right. Cynthia's got some additional comments for you there, but since we're moving on, we'll stick with our UGA Ag Econ folks here, and Sean is going to get queued up. Sean's a PhD student here at UGA with Nick Magnan on a project in Ghana. So Sean, I'll turn it over to you. Thank you very much. Yes, as Jamie just said, we'll be doing a project in northern Ghana where we'll be using a lab in the field experiment to observe information sharing between spouses in a household. Next.
So the main question we're looking for is, like I said, does information flow between spouses in a household about new farming technologies or practices? And the main reason this is important is because women have lower access to information, both in informal channels and formal information channels. So informal channels would be their social networks, and then the formal channels would be more of extension or research training. And what we care about is that women are crucial in adopting practices that increase food safety and food quality. So for our case, we are specifically looking at groundnut production, and we are looking at reducing aflatoxins. So if women are part of post-harvest practices in reducing aflatoxins, which is in the case in northern Ghana, if we train only men or the head of house, are we effectively reducing aflatoxins or increasing, or are we just ineffectively training men and the information doesn't go to their wife? And this is really important when we go towards extension trainings and research training, because we want to be more effective in how we train. Next. So the main outcomes that we're looking at are, like I said before, do husbands and wives tell each other? Do the information channels that we have currently, do they leave women uninformed and further this information gap between men and women? And if we do find that that is the case, if we switch to training mainly women, do we leave men uninformed, where men are have higher access to inputs and capital and would be more likely to adopt these new practices? And further, we want to look at how does the control of marketing decisions of the crops impact information sharing? So in northern Ghana, or most of West Africa, it's commonly known that men and women grow crops separately or have separate farming economies, but in practice we find that that's a little more complicated. Men may have more marketing control over women's crops in some households, whereas men and women in other households may grow separately. But even within those separate households, we find that women still grow primarily food crops and not cash crops, and they are still primarily growing for household consumption. And we want to look at how this differences impact information sharing as well. Next. So how do we observe information sharing? Well, we'll be using a lab in the field experiment to do this. A lab in the field experiment is a little more abstract than a randomized control trial. And it has its advantages and disadvantages. The main advantage is that we can test this information sharing mechanism in a controlled environment outside of other factors that may impact whether or not spouses share information. But the main disadvantage, since it is more abstract, is that it's what we find in practice in a lab in the field may not reflect what would actually happen in reality, and we will address that in later slides as well. So for our lab in the field, we will have households engaged in a novel task that they have not seen before, and outside experience should not impact their performance. We will train one spouse, and then their spouse will be reliant on them for information to perform this task. And to incentivize that, we will be giving performance-based prizes on how well they perform this task. Next. All right, so the task is the game, the puzzle Tower of Hanoi. This is a commonly used puzzle in psychology. And we chose this one because it is novel to farmers. We don't believe that they'll have ever seen this puzzle before. The rules and objectives are quite simple, so they'll need minimal training to learn how to play the game, and most of the learning will be how to solve it better. And it will also help us simulate learning of a new technology, specifically the target input model by Foster and Rosenzweig. Next. All right, so we'll be using a 2x2 factorial treatment design. Each household will be randomly assigned to one of the 4 treatment arms. The
we can break down the treatment arms into two larger groups: the gender treatment, which is husband first, wife first. The husband first treatment means that the husband in that household will be trained, and the wife will rely on the husband for information about this game. And in the wife first, it would be the exact same, but with the wife being trained, and the husband will be relying on the wife. For the payment treatment, this will be replicating or simulating the ownership or the control over the marketing decisions of crops. So for the individual payments, each spouse will receive their prizes from the game separately. And this will replicate the separate economies of farming. And with the joint payments, only the spouse that was untrained will receive the sum total prizes won by both spouses. So this will replicate the joint ownership, or the husband owning the marketing decisions for the crops, or the wife owning the marketing decision of the crops for their spouse. Next. All right, so just go a little bit further into the gender treatment. This will be specific. This treatment will allow us to test or observe how information flows between a husband to a wife or a wife to a husband. And this has large implications, as I've mentioned before, about future extensions and research trainings, specifically in groundnuts, since groundnuts are a crop that both men and women grow in Ghana. We can learn whether or not we need to keep training just men because men will tell their wives about these new practices, or if we can just train just women, and they are really good at training their husbands on these new systems because maybe they care more, or they see the benefits of it better, or do we need to switch to a system that prioritizes training both men and women on these new practices and technologies? Next. All right, and the individual versus joint payment. This, as I said before, focuses more on the ownership of the income from the crops and the marketing decisions of the crops. Does that impact information sharing? One of our beliefs is that there's a cost to sharing information. There's a cost to training other people. So if they see this as a cost and they don't necessarily see the benefit directly to them because they don't get to market their own crops, are they likely to share this information with their spouse? And if not, then how do we overcome this gap in information sharing? Do we need to study more about how men and women farm in these individual areas and have a very heterogeneous training system in place? Or do we find out that it doesn't matter as much and that women and men either do or don't share information with each other? Next. All right, and then as I said before, there's an abstract part of this lab in the field, and with any experiment, we want to always look at how does this game reflect outside of it, or how does this experiment reflect outside of it? So specifically in our case, we'll be surveying both spouses separately. We'll ask them about their plot characteristics and ownerships to get a real life or in practice ownership of these marketing decisions and income from these plots. We'll also ask about their own groundnut practices, as well as their beliefs or knowledge of their spouses. And we will ask their awareness, knowledge, and adoption of various groundnut technologies and practices, such as seed varieties, inputs from Aflasafe to fertilizer, the differences between, for groundnut specifically, you need TSP more so than you need NPK, and some of these post-harvest practices, like drying on tarps instead of on the ground, sorting, and things like that, to compare in-game performance. If they shared information in the game, do we see that they know more about their spouse's practices, or that they are more aware of the gap between their husband's knowledge of groundnut practices or technologies is similar to their wife's in practice as well. All right, next. Oh, yeah, there we go. And thank you all very much. This would be the last slide. The rest are
extra slides if you want to learn a little bit more about the everything else that I'm doing and get a little more into detail with all of it. Thank you very much. All right, there's a. Yeah, thanks, Sean. I know Isaac's got a question for you in the chat box, and if others yeah, either want to chime in, you can add, of course, to the chat or unmute and ask Sean directly. Okay. So Isaac asks, to what extent are results going to be location specific? In our case, it will be location specific. We are specifically looking at groundnut growing households in Ghana. And as I said before, in West Africa, they do have differences in control over who have production of groundnuts, whereas in other places, the husband might have full control of input decisions, post-harvest production, and marketing. So we're trying to look at both of those aspects as well to see whether or not like information sharing when the husband kind of has full control over marketing decisions versus when they don't. However, with any behavioral thing, culture and location is important. They might see the relationship between husband and wife may be unique in Ghana, though I'm not sure if that's the case. Sean, Dave, yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. I was just wondering if you think it's going to make a difference. What gender does the training in the first place? And if so, what are your plans as to whether a man's going to train the men or a woman's going to train the women, or do you think it doesn't make a difference? Sorry, is my mic on? Yes. Yes, I think it does make a difference. As of now, we're kind of in the beginning of all of this, and I think for two reasons I've thought about mainly having two enumerators go to an individual house where one is a male and one is a female, not only for training purposes, but also for we need to separate the husband from the wife so that the wife can't directly watch the husband play the game, and more so the husband cannot, the women can answer the questions a little more freely in the survey. So I think it does matter a lot that they do have that women are trained by women. That is something that if we can, it would be interesting to look at more so whether or not women will perform just as well if a male enumerator trains or a male researcher trains them. We have a study that we can point to kind of show this this impact, and that's it's a Condillis paper where she does a randomized control trial and adds female extension workers and finds that whenever you add more women extension workers, women in general learn more about the practices that they're being trained on and are more likely to adopt it. So I think it does matter what the gender of the enumerator. And then Helga's, does that answer your question, David? Yeah. Okay. I think something we're looking at in some other projects in other countries is who does the interaction, and in addition, I think as well, how do you do that interaction? Mm-hmm. That's, is it a physical interaction, or are you using a tablet to kind of explain things, etc.? So, good. Yes, and to jump on that, we will be using tablets to play this game for multiple reasons. One, that it's we can have the game directly record the information, the number of moves it takes for them, and the time, and we will be and it'll also prevent them from making moves that they cannot make as well.
So we will be using tablets specifically for this one. Right. So for Helga's question, how empowered or equal to her husband does a wife have to feel to truly feel she can do what you want her to do in the lab in the field? I wonder whether you can assume that the results are likely they would be here. I'm not sure exactly how empowered they'd have to be. In some of the focus groups that we did in Ghana, it seemed like the women, especially in the households where they said that they have ownership over their marketing decisions, they said that they kind of did what they wanted and planted what they wanted. They would make jokes that the men were lazy and they weren't, because they didn't broadcast the seeds when they planted, and that they specifically planted the seeds into the ground. But I'm not sure if I can answer that accurately, mainly because I'm limited in my knowledge of how empowered they are in reality versus how much they are telling us that they are empowered, and what the limits of that empowerment would be for her to actually feel like she can do what she wants. I believe that the fact that she's still growing mainly food crops while the husband grows cash crops is probably an indication that that she doesn't do exactly what she wants, or it could be that that is exactly what she wants because she wants to provide food for her family, and that is a preference of hers. I can't say beyond that. Yeah, certainly USAID has spent a lot of money and time trying to understand probably better, maybe using the WIA tool or something along those lines on measuring empowerment. And I'm thinking specifically they've spent a lot of money in northern Ghana. So there might be some resources that look at the variability in the region as well. Might be another reference, but anyhow, other questions, anyone? If not, we're a little past time, but Don, do you think this could be used to look at the flow of information from adults to youth, which is another obviously hot topic right now in agriculture, is how to get youth more empowered and informed, and with something like this as well. I mean, not that we want you to do everything, but just wondering how this might be applied in that situation as well. Yes, I mean, the lab in the field itself is pretty generic and can be used in any aspect. We are just specific looking at spouses, but we or other researchers could do a lab in the field using the same design, but instead of husband and wife, it could be husband to son, husband to daughter, wife to son, wife to daughter, any aspects, because the game itself is pretty generic and can be applied in many different ways. It's not a game designed specific for this experiment. We obviously didn't design it, and so yeah, it could definitely be done to look at information flow in many ways. May I add to Dave's question? The interesting question would also be the flow of information from the youth to the adults, because I'm assuming the youth goes to school and learns something about modern agriculture there, maybe through 4-H clubs or whatever, and how the parents, or especially maybe the father, accepts that information or accepts that maybe the son or the daughter might know something that could improve the household's well-being. Yeah, there is a study I can think of specifically off the top of my head that does look at the flow of information from kids to the parents, specifically on it was done by Eduardo Nakasone at Michigan State, and it was looking at training kids using computer videos to teach them about new farming practices or food safety things, and they found that the parents did learn from this. So that I think there is evidence that information does flow, but I guess the larger question is what kind of information flows. Would it be specifically things that the
family or the parents see as being new to them and something that they would be interested in learning, or if it's about farming, do they think, oh, these are little kids, what do they know? I've been farming my whole life. So it'd be very, very interesting to look at all types of way that information flows within a household, and specifically the information that is flowing. I'm particularly thinking about this because you know, part of the Peanut Lab is communication and how to improve information flow to specific actors within the peanut value chain. And so what would make a difference to, for example, these trials that are going on in schools or will be going on after COVID, and how to best relate that information so it actually has some impact on, for example, nutrition at home or you know, policy change, whatever it is. So how do you best communicate and to what audience? Yeah, I was just thinking too about just the media of using the tablets and the youth dynamic of adults to children. And I mean, even I'm reasonably facile in the digital world, but my 3-year-old daughter can, you know, manage my phone pretty well. I imagine that dynamic is fairly universal. So. All right, great, Sean. Thanks for the presentation and the good questions. If there's no one else, we'll switch to our final presenter of the day and stay in West Africa, but move back to Senegal. The final presenter is Khadim Faye. He's working on the Optimized Shrub System project, which is managed from Ohio State University. And for those not familiar with the project, we've had a little presentation on it, but I know there's this is an integration of shrubs into the cropping system. Pretty interesting, and I look forward to Khadim. If you're on there, if you can unmute and turn on your video. I know it was working pretty well earlier. Okay, merci, Khadim. Vous m'entendez? Oui, je peux, quand tu es préparé, vous pouvez commencer. Ok. Attendez. Nous pouvons, entendez-vous très bien? Ok, je peux commencer? Oui. Ok, merci. Je me nomme Khadim Faye, je suis étudiant à l'École nationale supérieure d'agriculture, qui est une pôle agronomique insérée dans l'Université de Thies au Sénégal. Bon. Cette année, j'ai travaillé sur le thème effet du système optimisation appelé Sigma-Reticulatum sur des indicateurs de la qualité des sols et sur la performance de l'agrophysiologie de l'arachide dans le sud du bassin arachidier. Next slide. OK. Pour mener à bien ce travail, le plan suivant a été adopté. D'abord, il s'agit de faire une brève introduction, suivie de la méthodologie, ensuite présenter les résultats et les discussions, enfin terminer par une conclusion et des recommandations. Next. OK. Au Sénégal, comme à l'instar de la plupart des pays du Sahel, les
gestion familiale produisent l'essentiel de l'alimentation de base des populations. Mais ces dernières sont confrontées à plusieurs problèmes comme la pression démographique et la dégradation des ressources naturelles, et particulièrement celle des sols, le déficit hydrique, les changements climatiques. Et ces problèmes-là vont jouer sur la baisse de la fertilité des sols, sur la productivité agricole et sûrement sur la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Next. Oui. La technologie de la révolution verte qui apparaissait prometteuse pour résoudre cette situation préjudiciable aux conditions de vie des populations n'ont pas produit des effets positifs. En effet, les intrants comme les engrais minéraux et les pesticides sont de plus en plus inaccessibles. Et si l'utilisation de ces engrais minéraux, sans apport modéré de la matière organique, continue à chuter les rendements des cultures comme l'arachide et le mil. Next. Aussi apparaît-il logique de rechercher des solutions alternatives basées sur des approches comme l'agroécologie pour faire redresser la fertilité des sols et la gestion de l'eau, ainsi que les rendements et les revenus des exploitations familiales. C'est dans ce contexte que l'ENSA, en collaboration avec le programme Peanut Innovation Lab, USAID, a proposé cette étude portant sur le thème effet du système optimisé à plus récupératum sur des indicateurs de la qualité des sols et sur la performance de l'agrophysiologie de l'arachide. Next. Voilà, l'objectif global de cette étude, c'est de contribuer à la validation en milieu paysan des effets bénéfiques de l'innovation au système optimisé à plus récupératum préalable à sa diffusion à grande échelle dans le Sahel. Mais il s'agit plus spécifiquement de déterminer l'influence du système optimisé à plus récupératum sur quelques propriétés physico-chimiques et biologiques du sol. Il s'agit aussi de connaître l'influence du système optimisé à plus récupératum sur la croissance et le comportement physiologique de l'arachide, afin de déterminer l'influence du système optimisé à plus récupératum sur le rendement de l'arachide. Next. OK. En méthodologie, un dispositif expérimental a été utilisé. Il s'agit d'un essai en bloc complet dispersé avec deux traitements, dont le système traditionnel de gestion des arbustes et aussi un système optimisé. Maintenant, deux blocs qui mesurent 50 mètres de longueur et 10 mètres de largeur, et ces blocs-là sont séparés de 3 mètres. L'un, c'est le système traditionnel, l'autre, c'est le système optimisé. Next. Voilà, là, ça explique un peu le système optimisé, du moins le système des arbustes traditionnels, c'est-à-dire les paysans auparavant, quand ils venaient, au moment de la préparation des lits de semences, ils brûlaient les arbustes, ils les coupaient, après ils les brûlaient. Après, pendant la deuxième phase, c'est-à-dire pendant les sarclages, les arbustes sont de nouveau aussi récépés, mais cette fois-ci, les résidus sont déposés en tas entre les lignes. Next. Voilà. Par contre, pour le système optimisé, au lieu de brûler les arbres, donc là, il s'agit d'augmenter le nombre d'arbustes dans les parcelles. Il passe de 60 arbustes par 700 mètres carrés, soit 1200 arbustes par hectare. Et voilà. Et maintenant, une fois que ces arbustes sont découpés, les résidus sont incorporés dans le sol. Next.
Voilà. Pour le semis a été effectué en humide après des pluies pour la majorité des parcelles. Il est intervenu en juin et juillet, dans le mois juillet. On a utilisé la variété fleur 11, la variété qui est une variété trop productive. Et aussi, de l'engrais de fond a été utilisé, la formule NPK 6, 20 et 10 a été appliqué dans tous les traitements à des doses recommandées 150 kg par hectare, soit 7,5 kg dans les parcelles élémentaires. Next. Oui, toujours dans la méthodologie, des mesures ont été effectuées. D'abord, il s'agit de faire des prélèvements de sol. Un échantillonnage a été effectué à différentes profondeurs, à savoir 0,10 et 0,20. Et la texture, la carbone organique, l'azote total et le phosphore total, ainsi que le pH, ont été analysés dans les laboratoires de l'ENSA. La texture du sol a été déterminée par la méthode internationale de la pipette de Robinson. Le carbone a été déterminé par la méthodologie de Water et Black. L'azote total par la méthode de Grad. Le phosphore total a été dosé à l'auto-analysateur automatique. Le pH a été mesuré en utilisant directement une électrode électronique dans une suspension de sol du lit à l'eau distillée. Next. Oui, l'humidité du sol aussi a été mesurée. A été mesurée par un appareil, par une sonde hydrocène avec une profondeur de 12 cm et de 20 cm. Next. Voilà, nous en sommes aux parties résultats. Sur le plan, nous en sommes aux parties résultats. Sur le plan de la granulométrique, il a été révélé que des pourcentages de sable sont supérieurs à 80%. On m'a dit que les arbustes n'ont pas produit un grand effet sur le plan de la granulométrie, puisque quand on voit les deux figures, dans la parcelle PP, c'est-à-dire parcelle paysan, nous avons au pourcentage de sable de 92,48, qui est légèrement supérieur à celle de PI avec 87,58%. Donc, on peut dire qu'il y a là, il n'y a pas une grande différence. Bon, peut-être que la différence s'effectue au niveau des autres particules comme les azides et les limons, où on a observé une nette amélioration des azides qui passe de 1,17 à 3,2 et celle des limons de 6,32 à 9,21. Next. Voilà, ça c'est l'état initial du sol, les propriétés chimiques, à savoir le carbone total, l'azote total, le phosphore total, ainsi que le pH. Ce tableau résume un peu la différence significative des arbustes, c'est-à-dire l'amélioration. Quand on voit le tableau, on voit que pour le carbone total, nous avons des différences nettes significatives avec un p-value de 0,003, c'est ce qui est de 0,003 et un p-value de 0,009. Ça, c'est pour carbone total. Et pour l'azote total, la différence significative a été observée à des profondeurs de 10-20 avec un p-value de 0,003. Concernant le phosphore total et le pH, on n'a pas observé une grande différence significative. Il n'y a pas de différence significative. Next. Voilà. Ça, c'est pour le total. Comme je l'ai dit dans le tableau précédent, il n'y a pas une grande différence parce que quand on regarde le p-value pour l'horizon 0,10,
est égal à 0,32. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une grande différence. Et quand on observe les chiffres en bas, c'est-à-dire les séries 1 à gauche, on observe que pour les parcelles paysannes, nous avons 0,51. Et pour les pays, nous avons 0,0087. Donc, la différence n'est pas trop significative. On peut dire que même il n'y a pas une grande différence parce que puisque le p-value est totalement supérieur à 0,05. Et c'est le même cas dans les profondeurs d'isthme. Next. Oui, ça c'est pour le carbone total. Carbone total, là, bon. On observe aussi des p-values de 0,073 et pour des profondeurs de 0,10 et des p-values de 0,025 pour des profondeurs de 10-20. Donc là aussi, on n'observe pas une grande différence, mais néanmoins, on observe une légère supériorité des parcelles innovation PI qui est égale à 0,49 pour la première série, c'est-à-dire celle qui est à gauche, contre 0,4, ce qui veut dire qu'il y a une légère différence de 0,09. Next. OK, pour l'azote total, là, bon, on peut dire qu'il y a une différence significative entre les parcelles innovation, PI, et les parcelles paysannes. Parce que là, quand on observe l'horizon 0,10, on voit que la valeur 0,0352 est légèrement supérieure à 0,0156, ce qui signifie que nous avons un p-value de 0,00. Autrement dit, on a un p-value de 0, ce qui explique qu'il y a une différence significative. Par contre, dans l'horizon d'Islam, bon, on n'a pas une grande différence significative. Next. OK. Bon, au niveau des pH, là aussi, on n'obtient pas une grande différence. On n'obtient pas une différence, on peut dire, parce que la valeur de pH tourne autour de 6, de 5 et de 6. Donc, cela veut dire que si on considère les deux parcelles, on peut dire que le pH du sol est un pH acide. Mais il n'y a pas de grande différence. Donc, peut-être que bon, la différence s'observerait au fil du temps. Next. OK. Ça, c'est la réserve hydrique du sol dans le mois août et octobre. Et bon, comme on dira, la réserve hydrique du sol n'a pas fait une grande amélioration dans les 2 mois. Pour le mois d'août, pour les parcelles pays, nous avons en profondeur 20 cm, nous avons des valeurs de 10,65 contre des valeurs nous avons des valeurs de 10,65 comparé à ceux du mois d'octobre où nous avons des valeurs de 7,6. Donc, on peut dire que la réserve hydrique a tendance à vraiment diminuer au fil du temps, puisque bon, c'est ce qui est normal, puisque la pluviométrie a totalement diminué pendant ces 2 mois-là. C'est normal que la réserve hydrique va diminuer. Mais en somme, quand on compare les 2 parcelles, on ne voit pas une grande différence. Là, nous avons des valeurs de 10 à des profondeurs de 20 cm. Et dans les parcelles pays, nous avons des valeurs de 8,94 à profondeur de 12 cm. Next. OK, ça c'est la quantité de biomasse répandue dans les parcelles, dans les 2 parcelles, dans les 2 parcelles. Pour les parcelles pays, nous avons répandu
ont répandu une quantité de 655,82 kg par hectare contre 601,27 kg, ce qui est légèrement en équilibre. Raison pour laquelle on n'observe pas une grande différence avec un p-value de 0,816. Il n'y a pas une différence. Next. OK. Sur le plan agronomique, sur le plan des rendements, nous avons obtenu les rendements en fonction des parcelles et des traitements. Et la parcelle la plus productive, c'est la parcelle P13, avec des valeurs de 1258,96 kg par hectare en PI. Et contre 1697,20 kg. Donc, cela veut dire que ce sont des valeurs légèrement égaux. Donc, il n'y a pas aussi une grande différence sur les rendements en fond. Mais par contre, d'autres parcelles les plus productives sont les parcelles P1 et P4. Mais les autres parcelles, bon, là, nous avons vraiment des rendements trop faibles. Next. Voilà. Là, nous avons des rendements en gousse et des rendements en poisson graine. Et les rendements en gousse, dans les rendements en gousse, nous avons l'effet inverse. C'est-à-dire que les parcelles paysannes sont les parcelles les plus productives avec une valeur maximale de 1052,12 kg par hectare en PP. Et par contre, dans les parcelles P1, P1, P11, P12 et P4, bon, nous avons une nette équilibre parce que tantôt c'est PI qui domine, tantôt c'est PP qui domine. Mais en réalité, la différence n'est pas significative en somme. Next. Bon, voilà, en conclusion, nous pouvons dire que cette étude s'est fixée comme objectif de mettre en évidence les effets du système optimisé appelé sur réticulatum sur le rendement dans la suite ainsi que sur les caractéristiques physico-chimiques et biologiques dans la zone de Nioro. Les résultats de cette étude ont montré que la présence des abus a entraîné une légère augmentation des rendements en grains et en fente et en gousse d'arachide sur l'influence du pulvérisme réticulatum, mais cette différence n'est pas significative dans l'ensemble. Cependant, l'analyse des résultats obtenus par l'influence du pulvérisme sur cette paramètre physico-chimique des sols fait ressortir la prédominance des sables dans les horizons de surface. Next. Et sur le plan chimique, les résultats obtenus montrent que les sols présentent un pH acide, quel que soit le traitement considéré. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, indiquant que la présence d'arbustes n'influe pas sur l'amélioration du pH du sol. Concernant le carbone total, l'azote total et le phosphore total, il est noté que une nette diminution de leur teneur, juste après la récolte pour tous les traitements, que ce soit PPI, PI et PP. Toutefois, le traitement est meilleur pour les teneurs en azote et en carbone. En somme, cette étude révèle que le système optimisé appliquement réticulatum a un effet significatif sur certains indicateurs de la fertilité tels que l'azote, le carbone et le phosphore en améliorant moyennement les propriétés physico-chimiques du sol. Par contre, cet effet n'est pas significatif sur les rendements en fente, en gousse et en poids sa graine. Next. Voilà, ça c'est pour les recommandations. En termes de recommandations, nous suggérons que l'étude sociologique préalable pour une implication des producteurs sur le projet.
Nous suggérons aussi que la formation des producteurs aux techniques de découpe et d'utilisation des champêtres de la biomasse issue du arbuste. L'arrivée en temps des semences, parce que on a discuté avec des producteurs qui nous disaient que le souci, c'est qu'à un certain moment donné, ils étaient en retard parce qu'ils attendaient la semence jusqu'à des périodes où l'hivernage a complètement commencé. Raison pour laquelle on les suggère de faire arriver les semences et les engrais à temps. Et aussi de trouver un compromis pour la gestion du biologiquement telle sorte à permettre une production durable à son association avec le sol et les cultures, afin de mener une étude sur l'impact des coupes répétées sur le devenir du biologiquement. Parce que quand on coupe, à un certain moment donné, on risque de faire disparaître l'espèce. Next. Voilà, merci de votre aimable attention. Ceci met fin à notre présentation. Merci. Merci Khadim pour la présentation. Et, je vais essayer de poser une question pour vous. Avec ce système, j'imagine que ça va prendre plus qu'un an, plusieurs années, au moins que peut-être 3 ans, pour améliorer le sol avec les pièces des arbustes au niveau de carbone et tout ça. Mais pour les plantaires, ça va prendre un bon investissement de temps et l'argent aussi pour planter les arbustes et couper les arbustes chaque saison. Mais dans les résultats que vous présentez, il n'y a pas de grands changements au niveau des rendements. Et ça veut dire que, quelle est la chance peut-être que les plantaires veulent adapter ce système dans la région sans une grande différence ou sans un grand retour dans l'investissement, dans votre façon que vous comprenez le système? Merci pour la question. Bon, d'abord, là, il s'agit de l'adaptation d'abord, parce que c'est une étude d'association qu'on fait associer des arbustes avec des cultures comme arachides. Et ce système-là, pour qu'il marche bien, il va falloir, comme tu l'as dit, il va falloir du temps. C'est-à-dire, au minimum, il te faut 3 ans ou bien même 4 ans pour voir nettement les résultats. Et en première année, tu ne verras pas de différence significative. Parce que là, peut-être que quand vous éparpillez les arbustes, quand vous épandez, par exemple, la biomasse des arbustes que vous allez couper, vous les épandez dans les parcelles. Peut-être que la décomposition n'est pas trop vite. Donc, ça va prendre du temps. La décomposition, ça va prendre du temps. Et aussi, ça dépend aussi de la masse micro-organisme qui se trouve dans le sol. Et cette masse-là est responsable de cette décomposition. Donc, une fois que cette masse est faible, la décomposition va prendre du temps. Donc, raison pour laquelle, donc, pour avoir des résultats nets, pour avoir une différence significative, il va falloir des années et des années. Oui, ça porte un peu un problème peut-être pour votre recherche parce que ça va prendre du temps. Très bien. On a une question dans le chat là-bas de Cynthia, peut-être. Khadim, si vous lire. Combien de saisons? OK.
C'est la question de Cynthia. Oui. Les arbustes pour avoir plus d'impact au fil du temps. Saison, voyez-vous, sur l'utilisation. Okay. Comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai dit tantôt, bon, au minimum, il va falloir 4 saisons ou bien même 3 saisons, ouais, pour pouvoir observer des différences significatives. Parce que avant d'entamer cette étude, j'ai consulté pas mal de documents qui ont exécuté cette même étude dans les autres pays, par exemple au Burkina Faso. Et par ces études-là, on a pu observer qu'en première année, normalement, la différence n'est pas trop significative. Donc, pour avoir des résultats fiables, il va falloir répéter cette étude au minimum 3 ans pour voir est-ce que les rendements vont améliorer, est-ce que la parcelle qui a été innovée va produire des rendements très supérieurs à celles qui ne sont pas améliorées, c'est-à-dire les parcelles paysannes. Mais aussi, il y a aussi, il a parlé des questions de main-d'œuvre. Aussi, ça aussi, c'est une importance capitale parce que sur le terrain aussi, les paysans, ils avaient du mal à s'occuper bien de ces parcelles. Aussi, il y a un problème de gestion. Parce que aussi, eux, ils découpent la biomasse de façon manuelle, alors que on avait programmé à ce que cela se fait par une machine. D'ailleurs, on avait même confectionné une machine, mais cette machine-là a été elle ne pouvait pas complètement découper la biomasse en morceaux de bringues. Donc, le travail, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande aussi de l'investissement. Oui, si j'ai bien souvenir, votre collègue mentionnait aussi le même problème pour préparation de coupage d'arbustes, le main-d'œuvre et le coût de main-d'œuvre et le temps, c'est beaucoup. Ça, c'est un problème peut-être au niveau de l'adoption qu'on trouve déjà pour les paysans et on doit chercher peut-être une autre solution pour ça aussi. Do we have other questions? The general questions have been about how much time. There's pretty limited response to yield and the biochemical measures that that Khadim has done based on I think just one year of having the trees in the ground, which is going to do it takes probably longer, and I think he's estimating 3 to even 4 years before there's an adequate amount of biomass to have some significant differences in the soil quality, hopefully respond in yield. So anyone else have questions? I'm just jumping in. If no further questions, si on n'a pas d'autres questions, je veux dire merci encore pour les présenteurs, aussi tous nos collègues au Sénégal pour les présentations en français, parce que pour moi c'est un plaisir pour faire un peu de pratique pour moi, parce que ça fait un peu de temps.
Et je fais l'effort, mais c'est difficile parce que ça fait plus que peut-être plusieurs mois depuis que je parle français. Et merci pour, Nick pour le coup de main de temps en temps. And so thanks to everyone, especially our Francophone colleagues from Senegal, for their patience with my muddled French translations so this is the end of our day for today. This is the third of our fourth. We have an additional presentation, a series of presentations on the 26th next week. Thanks again to everyone for participation, for questions.